Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. J'ai mes potes autour de moi, j'ai Julien, Jérém, Fred. Salut. Bonsoir. On va pas vous mentir, le début septembre nous a laissé un peu dubitatif concernant les nouvelles sorties. On n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur 2 films de l'actualité sur lesquels discuter, alors on a innové. Dans la première partie de l'émission, chacun d'entre nous va revenir sur un réalisateur qui l'a particulièrement marqué. Alors il y aura aussi une séance de rattrapage dans laquelle on va évoquer des films comme Beetlejuice 2, le documentaire Dahomey, et Julien, tu vas parler de... La nuit se traîne et de Hitman. Voilà, donc restez pour les rattrapages quand même, vous aurez un petit peu d'actualité. Dans la deuxième partie, Jérém revient sur les chiffres de Tim Burton, et tout le reste de l'émission est aux commandes de Fred, puisqu'il va nous faire l'honneur de présenter sa première chronique dans DCP, et qu'il est le détenteur de la carte Joker. C'est vrai. Stylé, hein. Tout ça là. Genre là, t'as 25 minutes d'émission, c'est toi qui Faut que je dirige. chauffe ma voix là. Comme d'habitude, on commence par les actus, et tiens Fred, c'est toi qui vas commencer les actus. Je commence. Moi j'ai 2 actus que je vais essayer d'aller un peu vite. Tout d'abord là du coup l'épisode sort le lundi 16 septembre, je crois bien. Donc là, pas de chance, vous avez raté l'Étrange Festival au Forum des Images, c'était la 30e édition cette année. Je voulais en parler parce que je trouve que ce festival est assez intéressant. C'est un festival qui existe depuis 1994 et qui présente plein de films un peu du genre, de l'horreur, fantastique. Et donc là par exemple cette édition il y avait pas mal d'événements spéciaux, de séances spéciales. Par exemple j'ai assisté beaucoup à des séances de court-métrage, donc il y a souvent des séances de court-métrage qui sont assez cool. Et sinon à côté vous avez beaucoup de cartes blanches. Donc là cette année par exemple on avait Noémie Merlan qui était venue présenter des films. On avait Coralie Farja, donc la réalisatrice de Revenge et de The Substance, qui arrive bientôt en plus, qui a présenté des films aussi. Et plein de petits trucs. Là aujourd'hui j'ai assisté à une sorte de séance d'une web-série de YouTube de 2 heures incroyable qui s'appelle Interface, que je vous conseille vivement de regarder. Et donc voilà, juste pour vous dire que vous avez ce festival qui se tient tous les débuts de septembre et n'hésitez pas à y aller. Et deuxième actu, on a enfin la liste des 4 films français en compétition pour... le prix du meilleur film à l'international aux Oscars. Et donc vous avez Emilia Pérez de Jacques Audiard, vous avez également All We Imagine As Light, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais qui est aussi un film français, ça je ne savais pas du tout. Vous avez Le Comte de Monte Cristo et enfin Miséricorde d'Alain Guiraudy. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de voir Miséricorde avant tout le monde et je vous le conseille vivement. Et ce ne sera pas lui qui va gagner, j'en suis sûr, mais c'est un très très bon film et j'aimerais bien qu'il gagne. Il sort quand du coup Il sort je crois en octobre. Julien. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. Voyage au bout de la nuit va enfin être adapté au cinéma. Mais oui. Donc le célèbre livre de Louis-Ferdinand Céline, qui a participé à l'imagination de tellement de cinéastes. Ça a voulu être adapté par Sergio Leone, ça ne s'est pas fait. Godard a voulu l'adapter, ça ne s'est pas fait. Et ça va être adapté par Johan Sfar, donc qui est à la base un auteur de BD, qui est l'auteur de la BD Le Chat du Rabbin, mais qui est déjà passé derrière la caméra, notamment pour un film sur Gainsbourg qui s'appelait Gainsbourg, une vie héroïque, et dernièrement le film d'animation Petit Vampire. Oui, c'est Voilà. lui qui a fait la BD aussi du Petit Vampire. C'est ça. Je disais ça quand j'étais en CP. Voilà, donc c'est lui qui va adapter Voyage au bout de la nuit, et au scénario c'est pas n'importe qui, puisque c'est Thomas Bidguin. Et donc si ça vous parle pas, Thomas Bidguin c'est le scénariste qui a collaboré avec Audiard, donc Emilia Pérez notamment, Un prophète, Dipan, etc. Je l'ai pas lu moi, c'est Voyage au bout de la nuit. Des meilleurs romans français. Oui, en général c'est souvent dans le haut C'est palier. très bien. Jérém. Et l'actrice Kathy Bates a annoncé prendre sa retraite après 53 ans de carrière couronnée par un Oscar pour Misery en 91. Donc moi personnellement je l'ai beaucoup vu sur American Horror Story, elle a eu une très grande carrière télévisuelle également, et je trouve que c'est une bête d'actrice. J'ai pas vu Misery, mais j'imagine j'imagine que sa performance est incroyable. Enfin, je l'entends parler. On entend souvent parler. À savoir que pour sa dernière apparition à l'écran, ce sera pour un reboot de la série judiciaire Matlock, bientôt disponible sur Paramount+. Voilà. Le chant du cygne de Kathy Bates, c'est une série sur Paramount+. Ok. Voilà. Alors moi, ma news, c'est qu'il y a un nouveau biopic sur une légende de rock qui va sortir. Alors laquelle? Déjà, je dis que c'est une fille. C'est une membre du club des 27 qui a chanté Piece of My Heart. Janice Joplin. Janis Joplin, exactement, qui sera incarnée cette fois-ci par Shailene Woodley. Donc voilà, ouais. Joplin va avoir droit à son biopic comme tout le monde. Shailene Woodley que vous avez déjà vu dans Misanthrope, dans Divergente, dans Nos étoiles contraires. Dans Snowden. Oui, et du coup, moi j'attends encore mon biopic sur Pink Floyd. Ça arrivera jamais, mec. Si, ça arrivera. Il y aura au moins un sur Syd Barrett. Mais par contre, j'ai vu un truc tout à l'heure, il va y avoir la Comtesse de Monte Cristo avec Audrey Fleurot. Quoi? Voilà. Non mais attends, vraiment. C'est une série TF1. Oh putain. Oh là là, non.
Allez, TF1 stop là. Bref, transition. Ces réalisateurs qui nous ont marqués. Oui, voilà. Du coup, comme il n'y a pas de films qui nous rassemblés autour de lui, on a décidé de faire un remake des scènes qui nous ont marqués, mais avec des réalisateurs qui nous ont marqués. Moi, je suis un peu dans le pétrin, parce que je me rends compte que j'ai pas un rapport au réalisateur très... Mais MDR. Non, mais genre, j'adore James Cameron, tout Ouais, ça, mais voilà. genre, je vais pas te parler de James Cameron en mode, waouh, James Cameron, tu vois, genre... Tu as parlé de son cinéma, c'est ce qui était. Mais je vais pas parler de James Cameron. Oh. Mais qui veut se lancer, messieurs? Qui veut se lancer? Jérém. Stopper. Pourquoi? Ouais, Jérém, ouais. Parce que je sais que t'as fait un choix de très bonne qualité. Bah oui, mais normalement c'est censé être la surprise pour vous En aussi. fait, vous mais êtes bon. tous allés vers des réals, genre on s'attend pas du tout, c'est ça? Non. Bah, c'est ça, moi, en fait, on pourrait croire que, waouh, je vais parler de Shyamalan. Bah voilà. Voilà. Ouais. Mais non, j'ai pas choisi ça parce que voilà, faut changer un peu. J'ai décidé de vous parler de Brian De Palma. Oh. Et oui. Mais il a eu sa grosse période d'obsession de Brian De Palma, je me C'est souviens. un super film de Palma Bah d'ailleurs. C'était son anniversaire il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Voilà. Et bah voilà, bon anniversaire en retard. Donc c'est un cinéaste que j'ai découvert pendant qu'on étudiait le cinéma et je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il a fait. Notamment grâce aux cours qu'on avait eu, mais aussi après par moi-même. Pourquoi j'ai envie de parler Brian De Palma également? Parce que j'ai un peu que c'est souvent l'oublié un peu de ce qu'on appelait les movie brats, à côté de tout ce qui est Coppola, Lucas, Spielberg, Scorsese, je trouve que souvent c'est un peu l'oublié de ce groupe de potes. Parce que le nouvel Hollywood, il y a eu des tas de réalisateurs qui ont participé. On se concentre souvent sur ces 5-là et je trouve que De Palma est souvent à tort oublié. Pourquoi aussi j'aime son cinéma? Parce que c'est un réalisateur qui est, je trouve, versatile parce que il peut passer de films de studio, donc comme j'ai dit, Scarface, Les Incorruptibles, Mission Impossible, à des films ultra autoristes et qui sont totalement sa patte, donc comme Body Double, Pulsion, Phantom of the Paradise. Et qu'est-ce qui fait son cinéma et qu'est-ce qui fait que ça m'attire? Bah, il fait des mouvements de caméra ultra complexes, des plans séquences. En fait, c'est un cinéma avec une mise en scène riche. Le nombre de split screen, c'est des images qui sont super intéressantes à décortiquer, à analyser. Et ça, moi, c'est ce que j'aime, c'est analyser. C'est ce que je disais à Owen d'ailleurs hier. Pourquoi je ressens ce besoin d'analyser en fait ce que je regarde, c'est parce que ça me permet de comprendre pourquoi j'aime en fait. C'est surtout ça. Et donc, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il le montre à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je considère qu'il n'y a aucun film, alors que pourtant il en a fait qui sont moins bons que d'autres, mais il n'y a aucun film de Palma que j'ai vu que je considère comme mauvais. Et c'est ça qui est dingue. Pourquoi Moi, c'est plus les derniers films, genre le Dahlia Noir, j'ai vraiment pas aimé. Bah tu vois, moi je l'ai vu et je le Ouais. considère pas comme mauvais. Je sais que Mm. c'est pas un des De Palma que je préfère, mais je me suis pas dit c'est mauvais en fait. J'aime pas ce que je vois, c'est mauvais. Non. Tu vois, même pour. Alors, j'ai pas vu son tout dernier qui est sorti en téléfilm en France, je crois, un truc dans le genre. Enfin, bon, celui-là, je l'ai pas vu, mais donc je pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mais même Passion, qui est son dernier film sorti en salle, bah, je l'ai pas désapprécié finalement. Et donc, c'est pour ça que j'adore son cinéma. Parce que. Bon, il y a des trucs qui sont quand même assez catchy, donc du coup, il y a beaucoup de violence, de trucs un peu du grand guignol comme on appelle. C'est vraiment parfois ça va dans les, enfin, c'est viscéral, il y a de la, enfin voilà. C'est ça que j'aime. Donc en plus de tout ce qui fait de lui quelqu'un qui aime la technique, parce que bah, c'est un mec où dans ses films tu vois les personnages utiliser des appareils techniques, Blowout bien évidemment, où c'est un ingé son qui conçu pendant tout le film, c'est ça, il y a un ingé son conçu pendant tout le film. Phantom of the Paradise, bien sûr. Il y a une scène dans un studio d'enregistrement où on n'arrête pas de toucher à des boutons, etc. Enfin, voilà, même les gadgets dans Mission Impossible. Il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à la technique, à la technologie, etc. Et c'est quelque chose qui m'attrait particulièrement. Et enfin, dernière chose, bon ça fait un peu plus école de ciné, truc qu'on a étudié, mais c'est un réalisateur qui est beaucoup lié à Hitchcock, bien sûr. On peut évidemment noter Body Double, qui est une revisite, voire même un remake de Vertigo. Donc, mais pour avoir vu les deux, je préfère Body Double, pardon, mais... C'est différent. C'est différent, mais Body Double m'attrait plus que Vertigo. Mais ce qui est incroyable avec De Palma, c'est comment il arrive c'est pas recyclé, c'est pas du recyclage qu'il fait, c'est du prolongement. Il reprend le travail d'Hitchcock et il lui donne une nouvelle facette. Ouais. C'est une nouvelle dimension qu'il lui donne. C'est marrant parce que moi, quand je regarde du De Palma, il y a presque du second degré qui entre dans son cinéma. Il y a un côté très... c'est pas léger, c'est presque comme s'il se moquait parfois des situations qu'il met en scène. Mais genre Body Double, il y a beaucoup de comique, je trouve, dans Body Les Double. Incorruptibles aussi. Bah, il Ouais. joue du kitsch des années 80. Ouais, voilà.
Parce que plus de la fameuse scène des escaliers en référence. Oui, bah oui. Ouais, ça, Et Jurassic Potemkin. ça Voilà. a crevé de rire, quoi. C'est génial. Mais c'est. Et après, il se fait référencer derrière. Ah oui, tu vois, bien c'est sûr. ça, il y a Ouais. une continuité qui fait que. Mais effectivement, mais c'est un kitsch qui est pleinement embrassé. C'est pour ça que Phantom of the Paradise, c'est incroyable. C'est mon film préféré de Palma. Tu vois, Pareil. Phantom of the Alors Paradise. là, Je vous grosse ai question là. La déjà colle. parlé de Blowout dans un autre épisode. Ah, la Mm. colle, parce que là, franchement, si tu me demandes de choisir un Mm. seul film de Palma, c'est compliqué. L'impasse aussi, c'est très bien. Je l'ai toujours pas vu. L'impasse C'est est excellent, exceptionnel l'Impasse. aussi. Enfin, Est-ce que vous, c'est qu'on n'aime pas parler de Carrie, alors c'est quand même, je pense, son bah, je film. voulais citer Carrie parce que Hmm. il y a le thème de la scène de douche de Psychose dedans, dans le style, je fais référence à Hitchcock. Voilà, je l'avais mentionné aussi, mais il a fait tellement de films Bah, aussi. il y avait ça aussi au début de Pulsion, la ref à Psychose. Oui, bien sûr. Mais voilà, il a fait quoi, quasi 30 films, donc c'est assez complexe. Même moi, j'ai pas tout vu. Hein. Je sais qu'il me reste quelques-uns que j'ai pas vu, surtout dans ses premiers, avant qu'il fasse Phantom of the Paradise. Et il faut dire aussi, putain, je viens d'y repenser, c'est lui qui a découvert Robert De Niro. Oui, son premier film, c'est le premier film de De Niro, c'est pour De Palma. C'est vrai, c'est Donc, vrai. et il a tourné avec tout le monde à Hollywood quasiment. Donc c'est vraiment un mec dont la filmographie me passionne énormément. Et dont je me remate des films et j'essaye de me mettre à jour parce que là il me reste encore quelques films. Bah, Scarface, je l'ai découvert que la fin de l'année dernière, alors que ça fait des années que j'en entendais parler. Il y a un bouquin, je crois que c'est Luc Augy qui l'a écrit, si je dis pas de bêtises. Sur De Palma, c'est vraiment bien, je te le conseille. Et bah, Et go t'as aussi pour un le dire. documentaire que je n'ai pas vu, mais qui est produit Je- par je le- A24. ouais. Tu l'as vu? Ouais. Non, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe et il faut que je le voie. ouais. Le- Lequel la tu limite, dis Le nom du documentaire Bah, il s'appelle De Palma, le documentaire. ok. Palma. Et je crois que le livre, c'est Les 1000 yeux de Brian De Palma. Eh C'est bah, quelque chose dans le genre, c'est vraiment très très bien. Si je devais en retenir qu'un, c'est quoi, trop compliqué en vrai. Il y C'est en a trop plein. compliqué, un seul de Palma, c'est trop compliqué, mais son de côté en tant que œuvre de l'artiste qui voulait vraiment faire Phantom of the Paradise, mais c'est compliqué de faire un choix pour un seul, tu vois. Moi, l'ami, si je dois conseiller un film de Palma à quelqu'un qui a rien vu de Palma, je pense que je dirais Carrie. Parce que j'ai l'impression que dans Carrie, il y a vraiment tout ce qu'il veut raconter, tout ce qu'il veut mettre en scène. Ouais, sans qu'il y ait le côté un peu auteuriste, tout ça. Si, Si, encore. enfin, si, dans Carrie, si, il y a son côté auteur qui ressort. Sans que ça soit mais c'est un film de studio un peu, enfin, où il a réussi à mettre son côté autoriste. Tu vois, moi je conseillerais pas à quelqu'un qui veut commencer du De Palma, je lui conseillerais pas un Phantom of the Paradise ou un Body Double. Ah, au tu vois. contraire, moi je trouve que Ah ouais Phantom of the Paradise, c'est une super introduction. Parce Moi, c'était qu'en mon plus premier. d'être un super film bonbon, je trouve, pour tous ceux qui aiment le rock, bah c'est Ça concentre en fait toute la thématique qui est de Palma, c'est-à-dire c'est l'artiste volé. Oui, tout son puis- cinéma, c'est sur des personnages qui se font voler. Puis c'est du cinéma d'inspiration, puisque c'est littéralement le fantôme de l'opéra, mais revisité en rock'n'roll glam des années 70. Julien, ça va être à ton tour. Alors moi j'ai choisi comme réalisateur qui m'a marqué le japonais Takeshi Kitano. Que des bons réalisateurs. Eh bah dis donc. J'aime beaucoup Kitano. Je pense que ce qui est le plus fascinant en fait chez Kitano, et tu le découvres après avoir vu ses films, c'est sa trajectoire. C'est-à-dire que c'est un mec qui a fait son premier film vers 40 ans et qui ne vient pas du tout du monde du cinéma. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un mec qui vient du monde du spectacle, du cabaret, du stand-up surtout, et qui au Japon était connu surtout pour plein d'émissions très cons qu'il faisait, notamment Takeshi Castle. Donc vous voyez un peu tout ce qui est Total Wipeout ou Ninja Warriors à la C'était menu, française. pour notre Menu génération, c'était W9. menu W9 Voilà, le samedi totalement. soir. Donc dites-vous, Takashi, pour les Japonais, à la base, c'est ça. Donc c'est un mec qui fait rigoler. Et un jour, le mec devient acteur, il fait Furio, il se débrouille pas trop mal en acting, et à un moment, il se retrouve dans un film qui sera nommé plus tard Violent Cop, et le réalisateur se barre. Du coup, Kitano fait « Est-ce que je peux faire le film ?» Tout le monde se fout de lui. Tout le monde se dit c'est Kitano, le mec qui fait des blagues à la télé. Et Kitano, il va faire un superbe film. Donc c'est un de ses premiers films, donc il y a beaucoup de défauts. Sauf que donc on est en 89, 97, il aura le Lion d'or à Venise avec Anabi. Donc pour un réalisateur dont les gens se moquaient comme quoi il ne savait pas filmer, à moins de 10 ans plus tard, il sera récompensé. Et en fait, ce qui est très beau chez Kitano, c'est ce mélange de violence. Donc on retrouve beaucoup de films de Yakuza chez lui, mais tu vois, avec beaucoup de poésie. C'est toujours une poésie de la violence. C'est un calme, c'est toujours très lent, très contemplatif, avec une explosion de violence. Et une violence aussi qui est vraiment primaire, au sens où c'est le cut du montage qui utilise la violence. Par exemple, si on prend un film comme Sonatine, les moments de violence, donc juste pour remettre Sonatine, en fait, c'est des Yakuza qui doivent s'enfuir à cause d'une guerre de clans. Et en fait, ils vont sur une plage en attendant que ça se tasse. Et en fait, c'est 70% de films où en fait, c'est des Yakuza qui s'amusent sur la plage. Donc on retrouve tout le côté enfantin propre à Kitano sur l'univers du jeu.
Et d'un coup, la violence, elle explose, et c'est simple, c'est juste des plans fixes sur les personnages, un cut, et tu vois que les personnages sont morts. En fait, le coup de feu est simulé directement par les cuts de la caméra, et c'est toujours comme ça, le cinéma de Kitano, c'est des excès de violence. Par exemple, je trouve que ce qui résume très bien aussi, c'est Hanabi, c'est le sang qui coule dans la neige. Toute la poésie, en fait, que tu retrouves chez Kitano, et notamment, tu prends un film comme Hanabi, qui était le premier film que j'avais vu, ce qui est super intéressant, c'est qu'il utilise lui-même des peintures qu'il a fait en tant qu'artiste, qu'il intègre lui-même au film. Donc il a vraiment une pluralité assez folle, donc de l'humour, parce qu'il y a toujours beaucoup d'humour dans ses films, d'humour assez cynique. Et il n'a pas fait que du film violent, Yakuza. Il a fait par exemple en 91, son troisième film, c'est A Sun at the Sea, que je vous conseille énormément. C'est l'histoire d'un sourd qui va apprendre à faire du surf. Et il trouve une planche dans une poubelle, il se met à faire du surf avec une planche cassée. Et en fait, au fur et à mesure, il continue à faire du surf, et c'est que ça. Et c'est un film très silencieux, puisque tu suis un couple de sourds. Et pourtant, c'est un film qui est magnifique. J'adore Kitano. J'ai vu que Hanabi et Sonatine. Pas pareil. Mais moi, j'en ai pas vu beaucoup. En fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé en 2021, j'en ai vu 4, donc un chaque année. Hanabi en 2021, Sonatine en 2022. En 2023, j'avais vu Violent Cop, et récemment, j'avais vu A Sun at the Sea. Donc, il y en a encore plein à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il joue dans ses propres films. C'est ça, il se met lui-même en scène, toujours. Il joue un archétype, toujours, parce que de base, bon, quand tu dis Kitano, c'est un personnage, c'est un gars comique. C'est un gars du spectacle. Pourtant, quand il est à l'image, il a toujours ce regard mélancolique, un peu perdu, comme dans Battle Royale. Hein, c'est ça. où pour le coup, il réalise pas, il joue, mais c'est exactement l'image de le même Kitano au personnage cinéma. en fait, que tu retrouves. Sun at the Sea, il est pas dedans. Ouais. Par exemple, mais c'est vrai que dans beaucoup de ses films, il incarne, mais il les incarne, et c'est toujours des films, qui sont toujours assez tragiques, qui ont toujours une destination très fataliste. Mais tu parlais de violence, c'est marrant parce que quand tu vois Kitano à l'écran, t'as ce petit tic qu'il a, je crois que c'est vrai C'est dans l'œil, il a son œil qui clignote, ouais, quoi, qui saute. Et donc tu sens vraiment toute la violence derrière ce visage si paisible. Ça fait partie de son identité en tant qu'acteur, pas forcément en tant que showman. Qui est fasciné par la violence de la mort, qui a failli mourir aussi dans un accident de moto, qui l'a beaucoup marqué. Mais je serais très curieux de voir des spectacles de Kitano, mais genre en mode one-man show. On n'a pas du tout cette idée-là du one-man show à la japonaise, mais du coup j'imagine qu'il l'a fait. Et ça doit complètement dénoter des rôles de mafieux mélancoliques. C'est pour ça qu'on a été très moqué à ses débuts, parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il foutait derrière une caméra, et en fait il a montré qu'il avait un univers... Oui, puis il a reçu la Légion d'honneur en France. Bon, la Légion d'honneur, on l'a fait un peu... à n'importe qui, mais... Voilà, mais ça dit quand même quelque chose. Moi j'aurais aimé plus voir ses peintures, tu vois. Je pense qu'il y a dû avoir des expos. Je sais que j'ai voulu faire des recherches, mais à part les peintures qu'on voit dans Hanabi, j'ai rien trouvé d'autre. Ah, okay. Mais les peintures d'Hanabi, c'est des animaux et leur tête c'est des fleurs. C'est très simple comme dessin, mais c'est super joli. Oui. Bah écoutez, je vais pas parler d'un réalisateur, mais d'une réalisatrice qui s'appelle Claire Denis, que j'aime vraiment beaucoup. Un peu comme vous deux, j'ai pas vu tous ses films, j'en ai vu je pense 5 ou 6. Et moi, je suis tombé dessus par hasard en 2022. Il y avait une rétrospective au Grand Action. Et à l'époque, c'était la ressortie de Beau Travail, qui est un film que j'avais vu passer un peu sur les réseaux. Et je m'étais dit, trop bien, j'ai envie de découvrir Beau Travail restauré. Donc je vais le voir au Grand Action. Je crois qu'à l'époque, j'ai revu Beau Travail depuis. Ça m'avait pas tant touché que ça, parce que j'avais pas très bien compris le film. Et plus tard, j'ai revu Beau Travail. Et à l'époque aussi, du coup, j'ai vu 5 à 6 films de Claire Denis au Grand Action toujours. J'ai rien vu depuis, j'ai rien revu, j'ai vraiment gardé en mémoire ce que j'avais vu. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez Claire Denis, c'est que c'est une cinéaste qui est vraiment une cinéaste de l'image, je trouve, qui fait des films où tu as vraiment beaucoup d'images, où rien n'est expliqué en fait. Rien n'est expliqué dans le film, mais toi tu comprends, tu devines plutôt ce que doit dire l'image. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc par exemple, Beau Travail, ça raconte l'histoire de légionnaires qui sont... j'ai oublié le pays, c'est un pays africain en tout cas, qui sont un peu torturés par leur adjuvant, qui prend un malin plaisir à être vraiment strict avec eux. Et en fait, tout le film, alors que donc j'avais lu le synopsis avant et pendant le film, du coup, je l'aurais jamais compris, mais en fait, c'est une sorte de tension entre l'adjuvant et une nouvelle recrue. Mais une tension amoureuse, du coup. Une tension amoureuse, charnelle, sexuelle. Et en fait, dans le film, tu comprends pas vraiment. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais qui est jamais vraiment dit. C'est ça que j'ai adoré dans Beau Travail et dans le reste de l'œuvre de Claire Denis. Rien n'est dit, mais tout est ressenti. Et c'est vraiment super fort ce qu'elle arrive à faire. Et donc voilà, Beau Travail, en tout cas, je vous le conseille. C'est des corps qui sont magnifiés, des corps de soldats, qui sont pas sexualisés, mais qui sont pas non plus objectifiés. C'est assez bizarre. Et donc ça, c'était ma première expérience. Et puis après, du coup, voilà, j'ai enchaîné. J'ai vu pas mal de films. Mon film préféré de Claire Denis, c'est 35 Roms. T'avais galéré à le trouver en plus. Ah, mais 35 Roms, ouais, je crois que j'ai acheté une copie DVD pour le revoir, justement.
Je crois que c'est le seul que j'ai revu d'elle du coup. Et ouais, j'ai trouvé une copie DVD de presse, des trucs qu'ils donnaient aux gens avant Cannes et tout quoi. En qualité de merde, bon bref. Mais en fait, il y a beaucoup de films de Claire Denis qui sont pas encore restaurés. Il y a eu quelques restaurations, Beau Travail. J'ai cru voir S'en fout la mort récemment. Mais je crois que par exemple 35 Roms, il n'y a pas encore eu de restauration. Donc c'est un peu compliqué en ce moment de les regarder. Vous les avez sur les plateformes, hein, genre Mubi ou des petits trucs Cinétech, etc. Et du coup, voilà, j'avais vu 35 Roms, moi qui est mon film préféré. Et même chose, c'est que c'est un film qui parle pas beaucoup. Il y a en fait rien n'est expliqué. Il y a beaucoup de personnages qui se regardent, des images, etc. Et en fait, t'es juste investi dans le film et t'essayes de deviner ce qui se passe, quoi. Par exemple, 35 Roms, c'est 3 personnages. T'as un père et une fille. Tu comprends qu'il y a un lien qui les unit. En même temps, tu sens que la fille veut avoir son indépendance, donc c'est assez mignon. Et à côté, t'as un mec. Tu comprends que c'était peut-être l'ancien amoureux de la fille. Enfin, tu vois, il y a tout un truc un peu étrange. Et moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Je sais plus si on en avait parlé. Mais moi, dans 35 Roms, il y a une scène où du coup, tu vois ce mec-là courir avec la meuf. Il court le long de la Seine. Je savais que t'allais la ressortir. Tu l'as déjà sorti. Je l'ai déjà sorti dans un DCP. Oui, mais Dans un redis-la, DCP. redis-la. Ok, bah merde. Bon bref, il court le long de la Seine. Et en fait, le mec saute à l'eau. Tu comprends pas pourquoi. Bref, il nage. Il remonte sur le quai, il reprend sa route, il rigole et voilà quoi. Et en fait, moi, ce truc m'a vraiment marqué. C'est là où j'ai compris un peu l'essence de Claire Denis. C'est qu'elle te montre des trucs et c'est à toi de t'investir dedans et de voir ce que tu comprends, quoi. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que ça veut rien dire, peut-être qu'il a sauté dans l'eau, c'était trop marrant, il a voulu filmer ça. Pour moi, le mec a sauté dans l'eau parce qu'il était désespéré, parce qu'il voulait revoir cette fille, parce qu'il voulait recréer une relation avec elle. Bref. Et du coup, voilà, il y a plein de films que j'ai vus d'elle, que j'ai adoré. J'ai vu Chocolat, qui est son tout premier film, parce que Claire Denis, du coup, elle a grandi. Alors, je suis vraiment con, je sais plus c'est quel pays. Est-ce que tu pourrais voir Chocolat, Et là, quel âge Claire Denis? Parce qu'elle elle est assez âgée, hein. Ah ouais, elle est âgée. En fait, Claire Denis, de ce que je sais d'elle, c'est qu'elle a commencé en tant qu'assistante réalisatrice sur des films de Wim Wenders. Par exemple, elle a travaillé sur Paris, Texas, où elle aidait Wim Wenders à faire ses repérages dans le désert, etc. Et elle a été photographe. Et je sais qu'elle a grandi du coup Le Cameroun. au Cameroun, voilà. Et du coup, Chocolat, c'est son premier film. Et même chose, c'est un peu autobiographique. Ça parle en fait d'un boy qui travaille pour une famille de blancs et qui en fait à la fois est attaché à cette famille, en même temps qui est l'esclave de cette famille, quoi. Et donc il y a aussi la même chose, c'est que tu ressens quelque chose, c'est jamais vraiment dit, mais c'est toujours dans le ressenti. Je trouve ça vraiment fort. Donc voilà, Claire Denis, j'adore. J'en ai vu plein d'autres. S'en fout la mort, où c'est le même acteur que 35 Roms qui du coup là élève des coqs pour faire des combats clandestins. Le truc est assez drôle. Et t'as une scène où le mec danse avec son coq avec une musique de Bob Marley. Enfin, tu vois, des trucs un peu délirants, mais c'est génial. Et à chaque fois, c'est très émouvant. Et voilà, Claire Denis. T'as vu ses derniers films? Parce que j'ai vu que ses derniers films n'avaient pas du tout bonne presse. Justement, je vois que des mauvaises notes. C'était quoi? C'est Stars at Noon? Ouais, Stars at Noon. J'ai pas vu ses grosses productions. J'ai pas vu High Life avec Pattinson. J'ai pas non plus vu son film un peu cannibalisme, là, Trouble Every Day, je crois, avec Vincent Gallo. Mais j'ai vu qu'effectivement, ces derniers films, ils étaient un peu mal reçus. Bah, c'est vrai qu'elle a un truc qui fait que je pense qu'il faut vraiment s'investir. J'utilise vraiment beaucoup ce mot, mais c'est ça, c'est que tu prends un film et peut-être que... Tu dois donner du temps à ce film aussi. Je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup cette réal et j'ai hâte de découvrir le reste. Mais je vois qu'elle a été très productive, hein, parce que oui. elle est la réalisatrice d'une trentaine de films, longs métrages et courts métrages confondus. C'est ça. Bah, c'est cool. Oui. Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai galéré. En général, en fait, quand je lance un film, je regarde pas nécessairement qui a réalisé le film, tu vois. Donc, quand je m'intéresse vraiment à un réalisateur, c'est souvent un truc un peu mainstream. Et du coup, moi, je vais parler du réalisateur qui m'a fait faire écrire un mémoire sur lui. Mais c'est un réalisateur de blockbuster américain, hollywoodien. Et moi, ce que j'aime bien regarder chez un réalisateur en général, c'est à quel point il peut étirer son cinéma sur des extrêmes. Donc, par exemple, le gars dont je vais parler, qui s'appelle Gore Verbinski. Oui. C'est un mec qui a des extrêmes du style, il adore le cinéma d'horreur japonais, il adore le splatstick burlesque des années 1910 à la Chaplin et Buster Keaton, et on lui a refilé des trucs à faire comme Lone Ranger ou Les Pirates des Caraïbes. Et ce que je trouve très drôle à regarder dans ces films, que Les Pirates des Caraïbes, c'est des films que j'ai vus quand j'étais gamin, tu vois, c'est comment quand tu, au fur et à mesure de ta cinéphilie, tu acquiers un bagage culturel, et que tu remates ces films-là sur le tard, et que tu dis, ah putain, c'est rigolo ça, tu vois, d'avoir ce type de référence très précise dans un blockbuster américain, parce que ce mec-là, un peu nerd, il a réussi à glisser une ou deux refs. Par exemple, je trouve ça fou que dans Pirates des Caraïbes 3, il y ait Chow Yun-fat, qui est un acteur sacré du cinéma hongkongais des années 80. Alors, il en fait rien dans son film. De toute façon, la carrière de Chow Yun-fat à Hollywood, elle est nulle, parce que son autre film, c'est dans Dragon Ball Evolution. Très dur. Voilà, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait aux États-Unis. Mais voilà, c'est Gore Verbinski,
ramené ce genre d'acteur, il a ramené ce genre d'influence-là dans son cinéma. Et du coup, ce que je trouve très drôle à regarder dans des Pirates des Caraïbes ou dans Rango, qui pour moi est son chef-d'œuvre, c'est cette systématique balance, cette systématique mélange de deux trucs qui sont parfois un peu pas compatibles, quoi. Mais par exemple, j'adore voir dans Pirates des Caraïbes 2 à quel point le personnage de David Jones, c'est un pur monstre d'horreur japonais. Mais pareil, j'y pense, mais la scène de la roue, c'est totalement inspiré du cinéma muet, Voilà. en fait, totalement. C'était une des grosses parties de mon mémoire, c'était comment en fait il avait transformé Johnny Depp en vrai Buster Keaton, quoi. Et c'est ce qu'est littéralement Johnny Depp dans la carrière de Gore Verbinski. Tu le regardes dans Lone Ranger, c'est un personnage qui est quasiment muet, il a giga pas de dialogue et il fait que des pirouettes complètement connes avec un regard complètement stoïque. C'est littéralement Buster Keaton en indien. Et bon, Rango, je reviens un peu dessus, c'est quand même un film qui remet systématiquement en question l'acteur, genre la figure de l'acteur, en faisant incarner à Johnny Depp un caméléon qui s'improvise un background qu'il n'a pas pour trouver une place dans une histoire de western. Moi, je vais pas faire l'analyse de Rango, mais genre pour moi c'est assez brillant, quoi, en matière de méta. Alors c'est pas le seul film qui fait du méta au monde, tu vois, mais c'était un des premiers réalisateurs où je remarquais ça, tu vois, vers mes 14-15 ans. Et du coup ça a été un gros choc, quoi, en me disant ouais putain c'est trop cool. Et j'en ai écrit un mémoire, et ce mec-là, j'adore aussi le fait qu'il fasse des trucs giga violents, quoi. Que t'es dans Pirates des Caraïbes 3, t'as quand même une exécution à mort avec des tentacules, un mec qui se fait genre étrangler à mort avec des tentacules, c'est giga esthétique, c'est giga violent, mais on est dans un film Disney quand même, tu vois, et c'est giga cool. Je kiffe, et je suis très triste qu'il ait jamais pu faire son Bioshock. Mais il est mort? Non, mais depuis Cure for Life, c'est-à-dire depuis 2016, il a pas fait un seul film. Ah, j'étais allé voir ce film pour l'acteur. C'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est pas très bien, c'est un peu un raté, mais bon, c'est intéressant. Ça faisait quoi? Ça faisait 15 ans qu'il avait pas fait un vrai film d'horreur, il a fait The Ring, qui était plutôt bien. C'est vrai que quand tu fais le récap de toute sa filmographie, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, il a pas non plus... moi, je trouve que Pirates des Caraïbes 3 et Rango sont d'immenses films de spectacle, mais tu peux pas non plus dire que c'est un réalisateur de grande renommée à la Brian De Palma, à la Kitano ou Claire Denis, qui est un peu plus de niche, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un nom que tu oublies parce que tu le vois moins comme un réalisateur-auteur, quoi. C'est ça. Après, c'est intéressant justement de voir que malgré tout, dans des films de commande, de la grosse production, il a réussi à caler des thèmes qui lui sont propres. C'est ça, et ce qui est giga drôle, c'est qu'en soi, le seul film qu'il a vraiment écrit, c'est Rango. Tous les autres films, il est pas scénariste, et c'est juste, il a intégré des influences de manière purement esthétique. Il a jamais influé sur le scénario. Et bon, en plus, c'est un très bon technicien, hein, parce que bon, faut voir comment a été tourné Pirates des Caraïbes 3 ou même Rango à son temps. C'est assez impressionnant en matière de production hollywoodienne. Mais c'est dingue aussi à quel point Pirates des Caraïbes 3, je pense que je le revois aujourd'hui, je suis en mode c'est trop bien, le spectacle est toujours là, ça a pas pris une ride au niveau des FX, c'est impressionnant. Exceptionnel, quoi. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça trop. Et c'est vrai que c'est un film qui est vraiment genre... il pousse au forceps tout ce qu'il peut. Je suis pas fan du 3, moi. J'adore le premier, mais je trouve que le 3, c'est pas... Justement, le 3, je trouve qu'il a toutes les saveurs que n'a pas le 1 parce qu'il va au-delà de tout ce qu'il peut faire, quoi. Moi, je crois que c'est ce côté très aventurier du 1 que j'aime beaucoup. Ouais, un peu classique. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose, le 1, d'un appel à l'aventure. Mais justement, c'est le mot que j'avais trouvé, c'était l'épique burlesque. Et pour moi, c'est Pirates des Caraïbes 3, c'est le chef-d'œuvre de l'épique burlesque. Très bien. Merci, messieurs. On a fait le tour de nos réalisateurs et réalisatrices qui nous ont marqués. On va revenir un petit peu quand même sur les dernières sorties de manière un petit peu succincte. Je propose... Oula, succincte. On va y arriver. Je propose que Fred, tu commences avec ce documentaire, donc je te laisse nous décrire ce que c'est. Dahomey de Matty Diop. Et c'est marrant, j'ai parlé de Claire Denis juste avant. Ouais. Quel est le rapport avec Matty Diop? Elle produit? Non, Matty Diop était actrice dans les films de Claire Denis. 35 Roms, c'est Matty Diop. C'est marrant. Voilà. C'est pour ça qu'en fait tu voulais te voir. Oui. Il fait là en mode genre la surprise quand je suis rentré dans le film. Non. Non, c'est vrai que j'ai été attiré par le nom de Matty Diop parce que je savais pas du tout, mais effectivement c'était une actrice de Claire Denis. Et donc j'ai pas du tout vu son premier film l'Atlantique. Mais du coup j'étais un peu intéressé par Dahomey. Donc je suis allé le voir et c'est très très cool. Donc Dahomey, qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire qui parle en fait d'œuvres béninoises qui retournent dans leur pays après 100 ans, quoi. En gros, je crois que c'était il y a 125 ans, les colons français ont kidnappé ces œuvres, et donc là on assiste du coup à un documentaire qui filme leur rapatriement. Et elle insiste vraiment sur le mot rapatriement et pas retour, car c'est vraiment des œuvres qui appartiennent aux Béninois. Et donc voilà, je le rappelle aussi, le Bénin, donc l'ancien nom c'était Dahomey, d'où le titre du film. Voilà. D'accord. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film,
c'est que donc c'est un documentaire, des plans fixes, un peu le cliché qu'on peut imaginer d'un documentaire, enfin ceux qui n'aiment pas le documentaire, mais ce que fait Matty Job, c'est qu'elle elle met en scène ce documentaire mais d'une façon hyper onirique. Donc par exemple, les statues parlent, c'est-à-dire qu'on faisait des sortes de voix off avec des graves modifiés, et donc ces statues sont personnifiées et parlent d'elles. C'est-à-dire qu'elles disent voilà, certaines parlent du fait qu'elles sont oubliées, d'autres disent qu'elles ne rentrent dans un pays qu'elles ne connaissent pas vraiment. Donc il y a vraiment toute une mise en scène qui est géniale. Beaucoup de fondu au noir, c'est-à-dire que par moments on se retrouve avec des écrans noirs où juste on entend les statuettes parler. Et c'est vraiment très très poétique. Et pour du reste, c'est génial, quoi. C'est des œuvres qui retournent dans leur pays. Ensuite, on donne la parole à des Béninois qui racontent un peu qu'est-ce que la culture béninoise. Enfin, comment cette dernière a été effacée par l'Occident, en fait. L'Occident qui a vraiment tout remplacé. Ils parlent tous français, par exemple, dans le film. Alors qu'ils ont tous un peu perdu leur langage à eux. Et donc, il y a vraiment des questions hyper intéressantes. Et donc, non, vraiment, j'ai vraiment adoré. C'est 1 heure, hein, c'est très court. Et Matty Job, vraiment, on m'a dit que l'Atlantique, c'était même cas. C'était vraiment très onirique. Et là, elle est toujours dans le même délire, voilà, de mêler documentaire et effets sonores assez mystiques, quoi. Tu l'as vu où, dans quel cinéma? Je suis allé voir au UGC, parce qu'il y avait je voulais aller le voir dans un petit ciné, mais j'ai vu Donc la il est séance, quand même à Ouais, l'UGC. ouais. Il est au UGC. Après, voilà, si il est quand même un peu recensé partout, on le voit un peu partout dans tous les. Je sais pas si vous avez vu des affiches dans les métros. Mais pas du tout. Ouais. Non, j'en ai on le vu. voit. Il a eu l'ours d'or. Hein. Voilà, il a eu l'ours d'or. Ah donc, oui. Donc je pense qu'il peut rester. Après, voilà, ça reste un documentaire d'1 heure. Donc à la limite, voilà, pour ceux qui sont intéressés, peut-être foncer le voir, quoi. Julien, toi tu avais 2 films. Ouais. La nuit se traîne. Film de. Alors je sais pas si on dit Michel ou Michiel. Voilà. On va dire Michel Blanchard. Premier film, première réalisation. Et très très bonne surprise. Je sais pas si vous avez pu voir tourner un peu les bandes annonces. C'est tourné un petit peu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ça se passe à Ah si, c'est ça, oui. En gros, ça se passe c'est une nuit. C'est vraiment polar nocturne avec un peu de la violence qui pète bien. Et en fait, c'est un serrurier. On l'appelle pour ouvrir une porte. Sauf que c'est la meuf qui faut ouvrir la porte, c'était pas chez elle. Il y avait de l'argent, il y a plus d'argent. Il se fait choper. On lui laisse une nuit pour retrouver la fille et l'argent. Sinon, c'en est fait pour lui. Et du coup, c'est un course contre la montre dans Bruxelles. Enfin, c'est déjà Romain Duris. T'as Romain Duris en méchant. Romain Duris en méchant, c'est toujours exceptionnel. Il est vraiment bon dans des rôles d'antagoniste. Ouais. Et pareil, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette caméra qui fait 13 années 2000. Genre les blancs ils saturent, ça vire sur le jaune, les couleurs elles pètent dans tous les sens. Course contre la montre sur Bruxelles avec t'as tout un arrière-plan politique sur Black Lives Matter, les violences policières et tout. Alors beaucoup de critiques ont dit que c'était justement sous-exploité. Moi je trouve que c'est ce qui fait la force du film, c'est qu'en fait ça reste vraiment en arrière-plan. Et c'est peut-être un peu opportuniste, mais du coup il l'utilise de manière assez intéressante pour la narration en fait, pour débloquer son histoire. Il y en a qui trouvent ça vraiment très opportuniste et pas exploité, mais moi je trouve que ça confère vraiment cette ambiance très noire en fait, très Gotham. D'accord. C'est marrant, j'ai entendu que le générique du film. Et c'est super bien, c'est Petula Clark, c'est Ouais. La nuit n'en finit plus. Voilà, la nuit n'en Finit finit plus. Et moi tous les jours j'ai cette musique. Mais le trailer donnait grave envie. Moi vraiment, je trouve que c'est une très très bonne surprise. Voilà. Donc je suis pas sûr qu'il soit encore en salle. Moi en tout cas, il est toujours dans le ciné où je travaille. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, c'est une très bonne surprise. Et ensuite, deuxième film qui n'est pas sorti au cinéma malheureusement, qui est sorti sur Netflix aux États-Unis et directement sur Canal en France. C'est le dernier film de Richard Linklater, Bah ouais. Hitman, donc avec Glenn Powell, mais qui a été en plus coécrit avec Glenn Powell. Donc ce qui est pas rare chez Linklater, les acteurs sont toujours co-scénaristes généralement. Et comédie assez sympathique. C'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui travaille pour la police et qui se fait passer pour un tueur à gages. Et en fait, quand ils signent le contrat, ils arrêtent les personnes. Et du coup, tu as toute cette idée du petit prof d'université un peu banal, un peu moqué, qui se transforme en pseudo tueur à gages et qui change à chaque fois d'identité. Donc tu as toute cette réflexion sur l'acteur même, le fait de jouer, et qui est doublé derrière d'une intrigue un peu policière où il tombe amoureux d'une des suspectes. Voilà. Je dirais peut-être que le film est un peu facile sur certains aspects, notamment sur l'utilisation de la philosophie pour justifier un peu les actes des persos. Et voilà, une morale un peu facile aussi, qui manque peut-être un peu de profondeur. Mais sinon, globalement, bonne comédie. C'est pas ce qu'a fait de mieux, ce qu'il y a de mieux chez Linklater, mais c'est une bonne comédie. Et c'est toujours agréable de voir Glenn Powell, encore une fois, dans une palette encore plus large. Ok. Jérémy et moi, on est allé voir la Beetlejuice au carré. la grosse sortie de la semaine, hein, Beetlejuice. Oh, oh. Quoi? Ne le dis pas une troisième fois, mec.
Beetlejuice. Ah, c'est marrant, il y a rien qui se passe. C'est normal parce que ce personnage est une fiction. Bon, Il y a rien qui se passe un peu comme dans le film, non? Ah oui, dis donc. Non, ouais, j'ai hâte d'avoir vos avis parce que j'ai pas du Alors. tout regardé les avis du film. Alors, Burton avait dit qu'après Dumbo, il avait hésité à prendre sa retraite. Il aurait mieux fait. C'est de la grosse merde. En vrai, ça avait l'air mieux. Bah ouais, ça, moi j'ai beaucoup J'y ai espéré. cru aussi, j'y ai cru. Moi, quand j'ai vu Burton dire ouais et tout, moins de numérique possible, je me suis dit, c'est cool, c'est pas mal comme démarche. En fait, non. Enfin, non, mais ça donne un cachet visuel au film, hein, il est pas moche. Mais on s'ennuie. Au bout de 20 minutes, je voulais me barrer. Hein. On se l'est pas dit, on y a pensé tous les deux. Y a à pas vouloir se barrer une de la salle. blague qui fait mouche. C'est pas drôle. Pendant 1h40, je suis resté stoïque devant l'écran. Et vraiment, c'est le film, il a défilé devant mes yeux. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais j'aime pas ce que je vois. Et qu'est-ce qu'apportent les nouveaux acteurs, Jenna Ortega Oh bah, il lui donne rien à jouer, hein, donc ça va Ah, être merde. compliqué. En fait, tous les nœuds narratifs qui sont présentés, ça mène à rien. C'est-à-dire que le personnage de Monica Bellucci, rien n'est fait dessus. Belushi. Oui. Il y a quoi? À un moment, il y a Danny DeVito qui apparaît dans le film pour dire regardez, il y a Danny DeVito, tu vois, mais on n'en fait rien. Willem Dafoe, on n'en fait rien. Jenna Ortega, genre, elle rencontre un mec qui est censé lancer l'histoire, et une fois que l'histoire est lancée, mais l'histoire est lancée au bout de 50 minutes, le gars est éjecté de la sorte en mode c'est bon, tu nous intéresses plus, tu es un personnage fonction. Et puis. Et Winona Ryder. Ouais, c'est vrai. C'est la seule Elle ne peut pas sauver le film à elle toute seule. Non. C'est ça, elle sauve pas le film à être toute seule, bien que Catherine O'Hara est pas mal aussi, mais... Ouais, elle donne, Mais elle putain. donne ce qu'elle a. Hein. Justin Theroux, quoi. Qui? Le personnage du mari de... Ah oui, il y a l'amant de Winona Ryder dans le film. C'est l'image du film, c'est-à-dire il y a une blague. On va aller tirer le plus possible jusqu'à ce que ça soit plus drôle. En fait, ça l'est déjà Alors pas que une fois. Et en fait, il fait revenir ce personnage-là pour faire la même blague. Puis il fait revenir le personnage pour une troisième fois la même blague. Ça l'est pas la première. Et quand t'as ce gars-là qui en plus son gag, c'est qu'il prend l'espace du volume de parole pour parler que de lui. Quand t'as 10 minutes de lui dans 1h40 de film, C'est déjà trop. insupportable. Ah oui, ok. C'est insupportable. Mais bon, faut quand même qu'on parle du personnage éponyme du film. Oui, bah écoute, Michael Keaton a 73 ans. Le principe du personnage, c'est que c'est un putain de parasite qui bouge dans tous les sens et qui est ultra tendancieux en fait quand tu regardes. Oui. C'est un mec qui brave tous les interdits, qui touche tout ce qui peut être touché et qui veut se marier avec une gamine de 16 ans. Bah là, c'est un vieux. C'est ça, Voilà. il bouge plus dans tous les sens, il se TP tellement... C'est un vieux. il est vieux en fait, Et, Michael Keaton, on n'en pour fait jouer rien. pour jouer ce perso. Non, mais c'est une catastrophe ambulante. Mais tu vois, enfin, un autre exemple, c'est la blague du Soul Train. Il y a le train des âmes. En VO, Soul Train, la blague, c'est qu'il y a plein de personnages qui dansent au milieu en faisant de la soul. Et ce truc-là revient 2 fois et t'as littéralement, genre, la scène dure 2 minutes de gens qui dansent autour du train en mode c'est le Soul Train. Et à un moment, t'as quelqu'un qui fait It's the Soul Train. T'es là en mode j'ai compris le jeu de mots. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. C'est pas drôle. Merci. Et il y a des personnages qui sont totalement abandonnés dans le film. hein. À un moment donné, t'as un personnage d'un tiger français. Ah oui, c'est vrai. Il disparaît totalement. Tu le vois au début du film, et en fait, j'attends toujours en fait ce qui devient ce gars. Mais Bah écoutez, merci d'avoir économisé 1h40 de ma vie. Ah ouais. Non mais je conclurai en disant que ce qui était drôle dans Beetlejuice 1, c'était l'irrévérence et la fougue de la jeunesse de Burton. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis 15 ans, c'est un vieux con boomer cynique. Ça n'a pas changé. Moi, j'espérais retrouver l'irrévérence du Beetlejuice 1. J'ai juste eu le boomer con cynique de Burton actuel. ouais, et juste pour terminer très vite fait, en fait, le film veut compenser son manque d'originalité entre guillemets en te mettant tout ce qui pourrait être considéré comme du brisage de quatrième mur mais minime. Afin de te captiver, de te dire regarde, il y a un truc un peu intéressant, regarde, il y a un truc un peu novateur, un truc que t'as jamais vu. Genre à un moment donné, t'as un passage qui se déroule en noir et blanc, en italien sous-titré. Tu comprends pourquoi? Ça, à la limite, c'est une idée drôle. C'est une idée drôle parce que ça fonctionne dans le contexte de l'histoire qui est racontée. Mais c'est juste histoire de dire, bah, j'ai fait la chose un peu différemment. C'est comme il y a une seule fois le mot fuck est prononcé et au final il est bipé. Je croyais que c'était que dans la bande-annonce, mais non, ça l'est dans le film. Tu comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est pour éviter un rated R, je pense, mais bon. C'était pas bipé dans l'original aussi? Pour un effet comique Je sais plus, mais en tout cas. Et puis même la scène de. Tu sais, où d'un seul coup t'as une musique qui apparaît, donc du coup ils prennent un peu possession, ils sont un peu possédés, ils chantent. Dans le premier, ça m'a surpris, mais ça m'a fait C'est marrer. culte, je crois, dans le premier, cette scène-là. Voilà, Elle est ça m'a culte, c'est surpris. la plus Oui, connue. ça m'a surpris, mais ça m'a fait marrer dans le premier film.
Mais là, dans celui-là, j'ai trouvé ça lourd. Bref. C'est en trop sur un On film va- trop nul. Ouais, non, mais là, c'est Ah, c'est le c'est risque à censé chaque être les fois. rattrapages. Hein. C'est ça le risque à chaque fois quand tu parles d'un film que t'as pas aimé, c'est que tu peux t'étendre sur des minutes et des minutes. Voilà. Édouard en main d'argent me manque beaucoup. Les Peut-être qu'il y films. aura un 2, Edouard aux mains d'argent, Edouard aux mains d'argent. Hein Edouard qu'il y au a- pied d'argent après. Peut-être qu'il y aura un 2, Edouard aux Non. mains d'argent, Edouard aux mains d'argent. Non, par contre, sache qu'il y a une pub de voiture qui existe dans laquelle Timothée Chalamet joue le fils de Édouard en main d'argent. Le Super Bowl, ouais. C'est Ah ouais, une d'accord. très belle pub. Elle est très poétique. Ouais. Merci Voilà. Julien d'avoir arrivé. Moi, ça m'a fait rire. On a perdu le Burton à la gloire des gens à part, et on a juste eu le Burton nul. Et du coup, transition avec la deuxième partie de l'émission, transition avec les chiffres, parce que du coup, Jérém va nous parler des chiffres de Burton, puisque voilà, c'est quand même la grosse sortie de la semaine. Alors, je tiens à préciser que j'ai commencé par dire dans mon texte, même si on en a parlé que succinctement, alors on vient d'en parler, finalement c'était pas succinct, mais vu qu'il y a Beetlejuice qui vient de sortir, et que c'est un réalisateur au final dont je me désintéresse un peu, j'ai quand même voulu tenter de regarder ces chiffres, donc passons au crible la carrière de Tim Burton en chiffres. Petit rappel d'usage, donc Beetlejuice n'est pas pris en compte dans les chiffres du box-office. Tim Burton, c'est 39 ans de carrière depuis son premier film Pee-wee's Big Adventure sorti en 85. C'était immonde. Non mais attends, j'en Pardon. viens. C'est 20 films à son actif, parce que Beetlejuice est son 20e. Si vous voulez vous faire un marathon des films de Tim Burton, il va falloir 2189 minutes, soit 36h29, donc une bonne journée et demie, à voir des arbres et des pentes de Traviole. Le film le plus court de sa filmographie, c'est le film d'animation Les Noces Funèbres, avec son 1h17, et à l'opposé, son film le plus long, il y en a deux à égalité à vrai dire, c'est Ed Wood et Miss Peregrine qui pointent tous les deux à 2h07. Et en moyenne, un film de Tim Burton, c'est 1h49. Tim Burton, c'est 110 nominations pour 31 victoires dans des cérémonies de récompense. On peut noter 2 nominations aux Oscars pour ses films d'animation Les Noces Funèbres et Frankenweenie. Il n'a jamais été nommé aux Oscars pour un film live. Ensuite, si l'on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est lequel selon vous ? Ed Wood. Bon, Édouard, hein. Sweeney Todd. Vous avez tous faux parce qu'il s'agit de Big Fish avec 8 sur 10. Ah oui. Et son film le moins bien noté, selon vous, c'est quel film ? Alice in Wonderland. Alice, je pense. Ouais, je les rejoins. Non. Ed Wood. Ed Wood. J'ai dit quoi Le là moins bien noté. Ah, il est vraiment bien. Je sais pas moi. Bah, apparemment, il est vraiment brillant, Ed Wood. Ah, ok. Non, j'aurais aimé que ce soit Alice aussi, mais non, c'est La Planète des Singes avec 5,7 sur 10. Ah oui. C'est vrai qu'on l'oublie un peu ce film. C'est vrai aussi. qu'il est très mauvais aussi. Et donc en moyenne, un film de Tim Burton, c'est noté 7 sur 10 sur IMDb. Continuons avec les budgets alloués à ce réalisateur. Comme souvent, le plus petit budget des réalisateurs, c'est pour son tout premier film, donc Pee-wee's Big Adventure ayant coûté 6 millions de dollars. C'était nul. Et son film le plus cher, sans grande surprise, c'est son Alice au Pays des Merveilles, plafonnant à 200 millions de budget. C'était nul. Aussi. Je me retrouve dans un cas de figure où genre Burton de base c'est un de mes réalisateurs préférés et maintenant je déteste plus de films que je n'en aime. Et donc en moyenne, un film de Burton, c'est quand même 77 millions de budget. Parlons box-office maintenant. Tim Burton a atteint 7 fois les 100 millions de dollars de recettes aux USA, dont 2 films à plus de 200 millions et même un film à plus de 300 millions avec Alice au Pays des Merveilles, qui est donc son plus gros succès aux États-Unis. Niveau mondial, c'est également ce même film qui a fait le plus de recettes, un tout petit peu plus d'1 milliard, et oui, Burton fait partie de ces réalisateurs qui ont tapé le milliard. Il a atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales sur 13 de ses films, soit pas loin de 3/4 de sa filmographie. Et c'est un réalisateur qui a engrangé au total 4,3 milliards de recettes mondiales, avec une moyenne à 234 millions par film. En France, encore une fois, c'est Alice au Pays des Merveilles qui a fait le plus d'entrées, avec plus de 4,5 millions, et à contrario, son film ayant fait le moins d'entrées, c'est Pee-wee's Big Adventure, encore une fois, qui arrête pas d'être cité, et avec même pas avec même pas 250 000 entrées. Encore une fois, 13 de ces films ont dépassé le million d'entrées, donc à chaque fois que Burton tape le million d'entrées en France, le film fait 100 millions de dollars de recettes mondiales minimum. On peut noter qu'il a dépassé 2 fois les 4 millions d'entrées, une fois pour, du coup, Alice au Pays des Merveilles, mais également avec Charlie et la chocolaterie. Qui était bien. Moi je l'aime bien. Ça j'aime va, bien. celui-là ça va. C'est un Je film de l'adore. mon enfance. Ah oui. Le cumul de ces entrées françaises s'élève à 34,3 millions d'entrées, avec une moyenne à 1,8 million par film. Pas mal au niveau des scores pour Burton en France en tout cas.
Passons à nos chiffres sur la filmographie de Tim Burton. Et pour une fois, j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressants. Enfin, pour une fois. Ils étaient très intéressants, j'ai trouvé, quand vous m'avez envoyé quel film vous aviez vu. Donc, au nombre de films vus, Owen est en tête avec 12 films vus de Tim Burton sur 20. Juste derrière, Fred avec 10 films, donc la moitié de la filmographie de Tim Burton que tu as vu. Et un peu plus loin derrière, Julien est à 7 et moi même suis dernier avec 6. Ah ouais, c'est curieux En ça. comptant Beetlejuice. Donc, 3 films ont été vus par tous. Édouard aux mains d'argent, Charlie et Chocolaterie et Alice au pays des merveilles. Il y a un très bon film, j'allais dire chef-d'œuvre. Moi je le considère pas comme tel, mais dedans il y a un très bon film, il y a un film plaisant et il y a une merde. Dans l'ordre. Hein. Attends, c'est quoi le film plaisant déjà? C'est Charlie et Chocolaterie. Dans C'est l'ordre. un Hein. chef-d'œuvre, Dans la chocolaterie pour moi. Non. C'est pas que plaisant. C'est chef-d'œuvre. génial. Non mais quand t'as Édouard aux mains d'argent aussi. Mais les deux se valent de ouf. Moi, c'est mes deux préférés de Burton. A contrario, seulement 2 films n'ont été vus par personne autour de la table. Et c'est étonnamment 2 films que Burton a réalisés à la suite, puisqu'il s'agit de Frankenweenie et de Big Eyes. Ouais. A savoir qu'Owen est le seul à avoir vu Pee-wee Big Adventure. Et oui, monsieur. C'était... Oh, Moi, j'avais une vidéo qui résumait le film, genre, et ça avait l'air horrible. ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal parce qu'en fait... Physiquement Ah Il ouais. fait que rigoler, fait. Et en fait, en plus, quand tu sais que l'acteur principal, c'est un agresseur sexuel pédophile, ça fait très mal de regarder ce truc. C'est qui l'acteur? Je sais plus comment il s'appelle, mais de base, c'est une série télé, Pee-wee's Big Adventures, enfin, Pee-wee. Et ils en ont fait un film, et ça a été le premier film de Tim Burton, donc ce personnage-là était déjà récurrent et bien connu. Mais je veux dire, même dans un épisode de 20 minutes, c'est insupportable. Alors, 1h30 C'est un gros connard, le personnage. Et donc ce n'est pas le seul film de Tim Burton que tu es le seul à avoir vu, puisque tu es également le seul à avoir vu Batman le défi et La planète des sages. Sérieux, vous avez pas vu Batman J'ai Returns? pas vu le 2. Oh, J'ai vu même les pas vu le Batman de premier, Burton. alors... Oh, le premier est génial. C'est vachement intéressant, Batman Returns. Ça, c'est pour le coup, c'est un vrai film Burton à la gloire des étrangetés. C'est pour le coup, Batman Returns, ça devrait plutôt s'appeler Le Pingouin et Catwoman. On m'a dit que c'était le meilleur film qui filme Batman, ou peut-être l'inverse, non? C'est quoi? Le meilleur film Batman sans Batman, quoi. C'est ça, c'est Batman, on s'en bat les couilles dans ce film. Batman, c'est limite le méchant du film. C'est le pingouin qui est le héros tragique dans Batman Returns. C'est très intéressant en vrai comme film. Bref, continue. À excuse-moi. savoir aussi que Julien est le seul à avoir vu Ed Wood, Ah, il faut que je le voie celui-là. Sleepy Hollow et Big Fish. C'est les trois Ça, qu'il faut vraiment que je vois. Ouais, moi aussi. Sleepy Hollow, ça m'a pas marqué. Par contre, Big Fish, très sympa. Puis moi, j'aime beaucoup Ewan McGregor, donc voilà. Et non, Ed Wood, franchement, Ed Wood, ça vaut Edward, non? C'est très différent, mais après, Ed Wood, en plus, c'est un film sur le cinéma, donc. C'est ça. Également, Fred est le seul à avoir vu Les Noces funèbres, Sweeney Todd et Dumbo. Faut que je parle de Sweeney Todd, c'est génial. C'est la meilleure comédie musicale du monde. Alors moi, j'ai entendu Helena Bonham Carter chanter. Ça m'a un peu pas donné envie. C'est vrai qu'elle a une petite voix, mais c'est vraiment génial. Moi, je suis très très fan de Sweeney Todd. Voilà. Ok. Et j'aime bien parce que tous les trois, vous avez vu 3 films de Burton que personne d'autre n'a vu, et moi, j'ai vu aucun film que personne d'autre n'aurait vu. J'ai rien compris. Bon, en gros, j'ai pas vu un film que vous n'auriez pas vu de Tim Burton. Ah oui. Alors que vous en avez vu 3 chacun. C'est que intéressant, personne- c'est très marrant comme chiffre. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et à l'inverse, bon, Fred, t'es le seul à pas avoir vu Beetlejuice. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas Ah vu. ouais. Voilà. C'est très drôle. Et Julien, c'est le seul à ne pas avoir vu Mars Attacks. Ah oui. C'est très drôle. C'est très Ça, irrévérencieux. Mars hein. Attack, ça envoie. Hein. C'est limite le Burton le plus irrévérencieux et le plus sale. Ah, sale super gosse. trash, genre C'est sale vraiment, gosse, hein, mais c'est vachement drôle. Ah ouais. Voilà, c'est tout pour ces chiffres de Burton. Bah c'est cool. Merci. Merci. On a bien discuté. On a bien parasité ton Non, mais c'est chiffre. sympa. Non, j'ai bien aimé. Bah merci pour tes chiffres. Et c'est marrant parce que hier, je sais plus pourquoi, on parlait de Ang Lee, toi et moi. Oui. On parlait de Ang Lee. Oui, Et je te disais que un de ces films était très intéressant, mais très mauvais. Et c'est marrant parce que Fred, tout à l'heure, je découvre que ta première chronique, Oui. tu vas parler de Hulk. De Hulk d'Angly. Et genre, ça fait 3 mois que tu m'as teasé une putain de chronique où je me disais, il va parler de quoi, ça va être rigolo et tout. Et là, tu vois Hulk. Il parle de Hulk. Mais Ang qu'est-ce qui te prend? Alors, je vous explique ma chronique, ce que j'ai envie de faire maintenant à partir de chaque épisode, ou tous les 2 épisodes à voir. Oh. En fait, je sais qu'à un moment, on avait fait un Joker que j'avais plutôt aimé. Et en fait, on était revenu sur les films de nos enfances. Vous voyez, des films qu'on avait vus. Et je vous avais proposé de revoir ces films et ensuite d'en parler ensemble, de voir ce que vous aviez ressenti en ouvrant ces petites madeleines de Proust. Et du coup, Hulk, pour moi, était un film très important quand j'étais petit. J'en avais aucun souvenir et je l'ai revu pour vous aujourd'hui, pour cette chronique. Donc c'est pour ça que je parlais de Hulk. Je l'ai vu ce matin, vraiment. Ah ouais. Tout est frais. Avant de parler de Hulk à l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire
avec mes yeux d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu ce matin, j'aimerais plutôt un peu parler de Hulk, mais quand j'étais petit. Ce que j'avais retenu d'Hulk. Alors pour moi, Hulk, c'était un peu, vous voyez, à l'époque, donc le film est sorti en 2003. C'est un film qui, à l'époque, du coup, surfait un peu sur la vague, j'ai l'impression. Spider-Man de Sam Raimi était sorti en 2002. Voilà. Et après, il y avait eu les X-Men. Je sais qu'en 2003, il y avait aussi Daredevil. Il y avait Blade. Il y avait Blade, donc voilà. Pourquoi tu le nul Pourquoi tu le nul Bah oui, Daredevil, pas fou. Pas vu. Et du coup, je pense, je sais pas comment je suis tombé sur ce film, mais je pense que voilà, c'était cette période où c'était un peu à la mode de regarder des films. On était gosses, enfin non, on était des bébés en fait. Ouais. Bref, j'ai regardé ce film-là, je ne sais pas comment, et je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois, et j'ai gardé un souvenir assez troublant. Quand j'imaginais Hulk d'Ang Lee, j'imaginais un film un peu d'auteur, j'imaginais des musiques silencieuses, j'imaginais... Le thème de Elfman, il est incroyable quand même. L'ostinato qui revient, et je trouve qu'il colle parfaitement avec ce que je me fais de Hulk, c'est-à-dire une colère qui monte, qui peut exploser à tout moment. Bah voilà, j'avais des souvenirs du désert, j'avais le souvenir d'une sorte de géant vert qui saute dans les plaines. Est-ce que tu te souvenais de la mise en scène ? Oui, la mise en scène, je vais revenir après, oui. Voilà. Mais du coup, voilà, j'avais vraiment une sorte d'émotion qui me ravivait ce film, et je me rappelle, je disais à tout le monde, voilà, Hulk, c'est le meilleur film, ils ont pas fait mieux, après ils ont fait Incroyable Hulk, Marvel a tout niqué. Le meilleur Hulk, c'est le Hulk d'Ang Lee. Et je pense, et j'ai réfléchi longtemps pourquoi j'ai aimé ce film, et je pense qu'en fait le meilleur spectateur de cinéma, de film, en fait c'est l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant, en fait, quand il regarde un film, il peut très bien ne pas vraiment suivre ce qui se passe, ce qui est dit, mais il s'intéresse à l'image en fait. Il voit l'image et ça s'imprègne dans sa conscience. Je sais pas, quand on est enfant, peut-être qu'on a une conscience qui s'éveille et qui du coup prend les images qu'on lui donne, et j'ai pris ces images-là, et je sais pas, en tout cas moi j'ai fait quelque chose de poétique dans ma tête avec ce film, quoi. Hulk, c'était beau, quoi. Ah ouais. Je relance Hulk ce matin. Est-ce que c'était beau alors ? Alors. Je relance Hulk ce matin. Le film commence. Avec son petit café. Exactement, avec mon petit café. Et les plans s'enchaînent. Et j'ai l'impression de d'un montage sur Movie Maker. Je me dis, attends, il a vraiment fait ça ? Je suis en mode, ok, c'est pas grave. Il a fait le montage son sur Audacity. J'écoute la musique, et je suis en mode, ah génial, je me rappelle de l'ostinato, le truc qui revient. C'est incroyable ce thème. Le générique est incroyable. Le générique, oui, effectivement, qui rappelle un peu, moi ça m'a fait penser à Spider-Man. J'ai l'impression que c'est hyper copié, quoi. C'est qu'ils ont vu le succès de Spider-Man de Raimi, ils ont repris un peu le même truc. Bref, mais voilà, je vois un peu, et effectivement, ce qui en ressort de mon visionnage de Hulk, bah, c'est le kitsch. C'est du montage fait sur Movie Maker, je vous le jure, c'est sûr. Le split screen, hein. Le split screen, oui, bah après voilà. Et du coup, le film reprend énormément une mise en scène qui se rapproche de planches, en fait, de bande dessinée. C'est qu'il y a beaucoup de split screen, ça se coupe de partout. Il y a des effets, mais vraiment. C'est les transitions basiques de Movie Maker. Non, mais c'est énorme. Ah, J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des trucs, c'est incroyable quand même. C'est très moche, mais tu te dis putain, ils l'ont tenté, hein. Je sais pas, puis il y a plein de situations assez risquées, quoi. Genre, tu vois un Hulk qui se bat contre 3 chiens, un gros caniche de 2 mètres. T'as Jennifer Connelly que j'adore, je suis amoureux de Jennifer Connelly, et là tu la vois, elle est juste là, quoi. T'as des musiques, genre le mec vit dans le désert, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fout des musiques orientales, genre en mode oui, t'es dans le désert, donc il fout des musiques orientales. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui font que putain, genre mon enfance est détruite ce matin. Ah. J'ai une question que j'avais posée à One hier, et je te la pose du coup aujourd'hui, mais est-ce que Eric Bana en Hulk ça passe ou pas ? Parce que moi, quand tu me dis ça, pour moi ça passe pas. Ouais, non, tu le vois, on dirait il est en train de chier, quoi. Il se transforme en Hulk. Oui, quand il fronce ses sourcils, ouais, il fronce ses sourcils, et t'as le truc. Et voilà, donc je critique beaucoup le film là. Mais je reste toujours ancré dans ce truc. Je sais pas, en fait, il y a une sorte d'entre-film qui s'est créé en moi quand j'étais petit, et j'ai pas retrouvé ça ce matin, mais ça reste encore. J'ai toujours cette sensation de ce désert-là, de cette colère qui vient d'un trauma, en fait, parce que le film est hyper intéressant. C'est qu'en Il est gros, très intéressant. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Fred. Tu dois faire ton propre Hulk. je dois réaliser Tu mon vas donner, propre tu Hulk. dois mettre en image cette vision d'enfance. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y avait un truc que j'aimais beaucoup, c'est que du coup le film l'explique, c'est qu'en gros le Hulk du film, il est créé à partir du traumatisme de Bruce Banner. Eric Bana, Bruce Banner, qui du coup voit en fait sa mère se faire tuer par son père. Ça vient de Même là, pas, en il la fait. voit pas. Il voit son père la tirer dans la chambre. Non, le film le montre finalement. C'est qu'en Ah bon, fait, je me souviens pas de ça. en fait, il l'attire dans la chambre. Justement, la porte se ferme. Bruce ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Ouais. En fait, plus tard dans le film, ça se réactive, et du coup, ouais, tu vois la suite de la séquence.
Et le père en fait ouvre la porte. Mm. En fait, il veut tuer son fils avec un couteau, genre vraiment, il va vers lui. Et en fait, la mère l'en empêche et le père tue la mère sans faire exprès. Mais, Je dirais Profondo Rosso. mais sache que j'ai vécu exactement la même chose, mec, mais quand j'avais 15-16 ans, quoi. Je regardais beaucoup Hulk quand j'étais gamin, je kiffais ça, tu vois, pour moi c'était un peu la même vibe que Spider-Man, et je l'ai revu vers mes 15-16 ans, et waouh, C'est vrai, c'est mais impressionnant. Hein. Mais du coup, l'idée était cool. L'idée était cool de voir vraiment un monstre qui est créé par un trauma. Il y a tout un délire aussi des relations père-fils, père-fille. Ah ouais, non, parce que la Jennifer relation- Connelly, c'est le même truc aussi. Il y a plein de thématiques qui sont très intéressantes, pour le coup c'est un vrai film d'auteur, c'est un peu un grand mot, mais genre, tu vois que c'est pas n'importe qui est derrière la caméra, c'est Ang Lee. Et qu'il y a une vision qui est derrière, mais elle aussi entre le vrai film tragique sur les traumas d'enfance, et en même temps c'est une putain d'adaptation kitsch d'un super c'est héros. vraiment le mot, c'est kitsch. Ça Voilà. ça va trop loin toujours. Et Pourtant il y a des images qui sont folles. L'image où il se regarde dans le miroir et que de l'autre côté du miroir t'as Hulk qui écarte la buée pour regarder Bruce Banner, cette image là elle est immense. Mais du coup j'en profite, le duel final entre Hulk et le méchant, et cette succession de plans dans les nuages qui sont des images fixes de Hulk qui affrontent l'éclair. C'est génial, il y a des bonnes idées, il y a des bons immense trucs. comme image, Ouais. c'est immense comme imagerie. Mais à côté, il y a d'autres trucs complètement moches, quoi. Puis les caniches mutants. Bon, il y a un caniche et un pitbull et je sais plus quoi, tu vois. Non, en fait, le chef-op s'appelle Frédéric Helms, et en fait, il a été chef-op sur la plupart des films de Lynch. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, moi, je vois ça avant de revoir le film, et je me dis, mais oui, totalement. Effectivement, ça parle du traumatisme, je me rappelle très bien, c'est des très belles images. Très Puis je vois belle le image. Et je me dis, oh putain. Donc voilà, j'ai revu Hulk. C'était une petite chronique très courte, mais, Non, mais j'adore. mais voilà, c'était pour revenir dessus. Et effectivement, peut-être qu'un jour, je réaliserai Hulk. J'adore. En plus, t'as un pull vert là, il y a quelque chose. Non, il nous a fait un cosplay de l'homme sable. Ouais, Oui, j'avoue. de ouf, je pense à chaque fois à l'homme sable quand je mets ce pull. Mais de toute façon, je trouve que tu ferais un merveilleux Batman, toi, en tant qu'acteur. Ouais. Tu ferais un incroyable Batman. Tu sais que enfin, je vais pas dire son prénom, Fletty, Oui. il veut vraiment jouer le Joker, lui. Ouais, je sais. Voilà, on fait un film. Mais avec, fais ta voix. Scénarise-le, ouais, non. Voilà. Fais Venom maintenant. Venom. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Non, mais Fred, voilà. Et du coup, tu veux faire cette chronique-là de temps en temps, mais c'est-à-dire ce sera uniquement toi qui te replonges dans des films du passé, ou tu vas nous inviter aussi à faire la même là, chose? regardez, j'ai parlé de Hulk et toi, tu t'as été happé parce que t'as vu le film. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais bien évoluer plus sur un truc un peu plus. Là, j'ai pas écrit de texte, mais j'aimerais bien je pense que pour la prochaine émission, ça peut se faire. Mais vraiment écrire un truc un peu plus, je dirais pas poétique, mais qui revient vraiment sur ce que j'imaginais du film en fait. Ok. Sur le truc vraiment. Et après, effectivement, on a des illusions ou non. Peut-être que le film était vraiment bien ou pas. Donc j'ai encore beaucoup de fait films. même encore mieux que dans tes souvenirs. Peut-être, voilà. Donc j'ai encore une très bonne liste de films que j'ai vus gosse et que j'ai jamais revus. Et donc j'aimerais bien m'axer dessus. Très intéressant. Et Voilà. bah, de temps en temps, vous aurez peut-être une chronique de Fred et c'est très cool. Voilà. c'est Bah ma ouais, parce que première moi je me chronique. suis bien marré, mais après, Hulk, c'est vrai que c'est. Je me sens concerné quand on Mais tu parle. vois, du coup, je l'ai vu, j'ai une désillusion, mais tu vois, après le film, j'ai toujours ce souvenir dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc très agréable de s'imaginer un film que tu n'as pas vu en fait. Le souvenir persiste même s'il est dénaturé. C'est ça. Et bah écoute, Fred, je te redonne la parole. Ah oui, c'est encore à moi. Ah ouais, puisque t'as le Joker. Merci. Oh, how delicious it is! Alors le Joker. Le Joker aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre le Joker sur plusieurs émissions, mais j'aimerais bien qu'on, comme a fait Jérémy la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y ait un petit jeu entre nous, qu'on parle tous. Et donc là, je vais vous mettre dans une situation. Dans cette situation. Dans cette situation, vous êtes des producteurs. Ok. Producteurs très 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 connus. Alors par exemple, Owen Oui. a relancé la carrière de Gore Verbinski. Oh, incroyable. Il En a fait, fait vous son avez- Bioshock. Exactement. Grâce à Voilà. toi, il a fait son Bioshock. Voilà, et en fait, Owen a su insuffler un truc dans Verbinski. Il a lu ton mémoire. Et il a adoré. Donc voilà, t'es devenu un producteur qui a produit les suites de Gorwinski. Il est de retour sur le grand écran. Julien, toi par exemple, tu as travaillé étroitement avec l'Antimos. Voilà, c'est C'est sympa. même chose aussi. Voilà, t'as produit l'Antimos. Vous avez fait une sorte de film en fait qui s'appelle Kind of Kindness 2. Mais en fait c'est très intéressant, c'est que vous avez fait un film qui se moque des suites de grands films hollywoodiens, mais toujours avec la patte de l'Antimos. Et il a gagné la Palme d'Or. Et il a gagné la Palme d'Or. Donc applaudissez Julien. Bravo, quand même. Chez mec. Producteur d'une palme d'or, ça s'applaudit. Hein. Alors Jérémy, toi, tu es aussi producteur. Ah, j'ai Et, peur. et peu à peu, tu t'es un peu désintéressé de Shyamalan, malheureusement. Mais, Ah merde. mais, Sa fille. tu as produit les films de sa fille. Ah. Et qui est en fait devenu aussi connu
que Sofia Coppola avec Francis Ford Coppola, donc c'est-à-dire que sa fille est aussi connue que son père maintenant. Donc voilà, t'es un peu son producteur attitré, donc voilà, bravo à vous trois. Et toi? Moi j'ai rien fait, moi. Il fait la chronique. Je fais la chronique. Je fais le. Non, je suis le JD, le maître du jeu. Non, c'est vrai. Non, excusez-moi. Non, mais je suis un peu. Non, moi, je suis aussi producteur. J'ai produit plein de petits films. Moi, je travaille avec Terrence Malick, voilà. Non, voilà. Non, mais c'est. Et puis, bah, il m'adore. Hein. Bon, après, Terrence Malick, il est un peu bizarre. C'est-à-dire que des fois, lui, il prend des acteurs dans ses films, il les enlève au montage. Donc moi, c'est un peu la même chose. J'ai été producteur, mais il m'a enlevé du générique. J'ai pas très bien compris. C'est vachement vexant. Ouais, c'est un peu Non, mais je lui excuse. C'est Terrence Malick. Bref. Le cas présent. Là, en fait, on est réunis 4 grands producteurs et en fait, on doit produire un prochain film Mad Max. D'accord. Et en fait, j'aimerais qu'on discute tous ensemble d'un choix de réalisateur, d'un choix de musicien, d'une BO, de choix d'acteurs et de plein de trucs, de lieux de tournage. Mais c'est très intéressant parce que tout récemment, ils viennent d'annoncer un nouveau réalisateur pour Matrix 5. Donc Matrix. Non, ils veulent vraiment faire ça. Oui, Matrix 5 qui a donc été ôté des Wachowski. Et là, c'est Et là, littéralement... on l'ode de George Miller. En fait, il est décédé dans notre monde actuel. Voilà. Non, dans notre univers parallèle. Dans parce notre que univers notre actuel, parallèle, il est encore vivant là. En fait, le gars, il a voulu faire un autre Mad Max, il est allé trop loin. Et voilà, il s'est pris une roue dans la gueule. Voilà, exactement. Donc voilà, en fait, on va produire et le prochain Mad Max, et il faut voilà qu'on trouve toute la petite équipe, la fine équipe. Ah. Et je me suis dit que ça serait super intéressant en fait d'en parler, de voir ce que ça pourrait donner si on trouve Alors moi, des je veux noms de Timothée réals. Chalamet en max. Wow. je rigole. Donc voilà, est-ce qu'on commence Je sais pas, est-ce qu'on peut commencer peut-être par le plus grand, le réalisateur. Trouver un réal pour ce projet. Ouais. Qui succède à George Miller? Déjà en chef-op, je veux Roger Dickens. C'est tout con, hein, mais... Pourquoi Qu'est-ce qu'il va choix apporter là Bah, Hein Dickens, c'est eux qui étaient sur 1917, non 1917, Blade Runner Ouais, c'est magnifique. 2047. Je suis d'accord. Et je Alors trouve certes, que... il fait des images magnifiques, mais ça apporte quoi? Bah, Dickens, c'est très coloré, c'est ça, non Ouais, que c'est ça. Dickens, Moi, du- c'est le contraste de l'image. Et je trouve que c'était déjà le cas dans Furiosa. Hein, c'est ce contraste entre le ciel extrêmement bleu Oui, et moi, je trouve que Dickens saurait parfaitement Mais même, rendre hommage à Même ceci. Fury Road, là, je me rappelle très bien de la scène de nuit avec les corbeaux qui étaient Bah, génial. dans qui ces étaient très cas-là, bleus. moi je te prends le chef-op de Dune, dans ces cas-là aussi. Hein. Greg Fraser. Ouais. Ouais, mais justement, j'ai moins aimé l'imagerie de Dune. Je la trouve un peu trop terne, contrairement à ce que Ouais, peut bah, ça donner joue Dickens. Après, ça joue entre les deux. Ah, ça dépend de voir, est-ce que vous voulez faire un Mad Max qui redevient un peu naturaliste ou alors un Mad Max ce qu'avait fait Miller dans les derniers, c'est-à-dire qui revient Il y a un ça truc aussi. hyper saturé. Moi, je suis producteur, je veux un Mad Max qui rapporte de la thune. Bah Oui, voilà. Oui. Mais du coup, il faut pas faire comme Furiosa parce que ça n'a pas rapporté d'argent, C'est pas faux. Ça a bidé de fou à ce point-là. malheureusement. C'est à peine remboursé. Donc du coup, il faut faire un vrai Mad Max. Faut pas faire un spin-off. Un Donc, vrai il Mad faut Max. un nouveau Max. à la Mad Max 2 ou à la Mad Max Fury Road? Voilà. Mad Max Fury Road, c'est un Ouais, nouveau Max. je pense qu'il faut qu'on reste dans le délire vraiment les derniers quoi. Écoutez, moi, j'ai fait surgir un réalisateur très intéressant qui fait des blockbusters assez ambitieux. Il s'appelle Verbinski, de son doux nom Gore. Ok. Et non, il ferait pas l'affaire. Pourquoi il ferait pas la Je sais rien. Si je trouve que Verbinski, il aurait toute la fureur et le côté un peu sanglant, comique, comique, je trouve que ça collerait assez bien finalement. Après, on peut s'amuser à prendre des réals qui ont un peu des genres attitrés. Genre, je me dis, si on fait un Mad Max qui va plutôt vers vraiment l'horreur, qui on pourrait prendre par exemple? Après, ce serait dénaturer peut-être Mad Max, je sais Et pas. moi, j'aimerais mais- bien trouver des réalisateurs, tu vois, qui n'ont fait que 1 ou 2 films. En général, c'est ce qui se fait, tu vois. Tu vas trouver un réalisateur qui n'a fait que 1 ou 2 films, histoire de lui coller sa première grande super production Ouais. et de lui dire, vas-y, toi, visiblement, t'es intéressant. Mais un réalisateur réalisatrice qui n'a fait qu'un ou 2 films à l'heure actuelle. Après, il faudrait penser commencer un film Mad Max. Enfin, là, moi, je me réfère vraiment aux 2 derniers que j'ai pas vu le reste en fait. Ah Mais ouais. de ce que j'ai vu, ça bouge dans tous les sens, quoi. Ça cut de partout. Ah oui, non, mais c'est furieux. Hein, Tu vois, c'est très énergique. Donc, j'ai pas envie de prendre un réal qui a fait des films très lents, très. Messieurs, j'ai la personne idéale. Vas-y. Michael Bay. Ferme ta putain. C'était de juste pour la bouche. vanne. Je précise, je suis pas ça, c'était juste pour la vanne. Moi, je sais pas. Je pense à Trey Edward Schultz qui a fait 2 films à 24. Je Ouais. sais pas si ça collerait. Il a fait It Comes at Night et Waves. Et en fait, je pense à ce mec parce qu'il a fait vraiment des films où vraiment la caméra est très mobile et elle va un peu dans tous les sens. T'as des gros panneaux de partout. Enfin, c'est génial. Et je me dis que si je devais prendre un réel, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il serait trop à lisser l'image, tu vois, à la rendre très belle, alors que quand j'imagine Mad Max, c'est un truc très sauvage, quoi, très granuleux, qui part de partout, quoi. Robert Eger, le coup de poker. Ah. Là où tu ne l'attends pas. Ouais. Qui a fini les productions Madcap, film d'horreur, boum, tu le trouves sur une grosse production Mad Max. En plus, il a toute une imagerie très mythologique qui peut très bien s'intégrer dans ce nouvel univers. Ouais, de fou.
De fou. Je vais chercher dans les réalisateurs qui ont sorti des films cette année et voir s'il n'y en a pas un qui justement trouverait un petit peu Oh grâce. putain, Artus. Après un petit truc en plus là, gros Mad Max. Un petit truc en trop dans le moteur. Mad et- Max Ah, Story. j'en ai. Ouais, il en a un. Bah, ouais, pourquoi pas bête. pas Alex Garland? C'est vrai. Ça peut être très intéressant parce qu'en soi, la science du montage, Il l'a a travaillé présenté, sur les 28 jours plus tard. Voilà. Mm. Avec Civil War aussi, la science du montage, elle est très intéressante. Et il a visiblement une façon bien à lui de filmer les scènes d'action. Ça peut être très intéressant. Mais il esthétiserait trop. Mais justement, c'est Mad Max. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, mec. Ah, Quand je tu- sais, mais Quand tu dis esthétisé, tu repenses à Men, c'est genre tout le délire sur. T'avais vu Men, toi Ouais, si, oui, Ouais, je l'ai voilà. vu. Tu disais quoi en mode esthétisé, c'est-à-dire Bah, c'est toi-même qui le disais dans le lorsqu'on a fait la critique de Civil War, c'est il va trop loin. Ouais. Il va toujours faire le truc qui va trop loin, tu vois. Et George Miller, il le fait aussi, et ça part dans un côté kitsch. Et Mm. ça passe très bien, mais j'ai peur que Mais là, t'aurais peur, ouais. Alex Garland, j'ai peur qu'il sache pas se contrôler et qu'il. Je le donne à Rose Glass. Qu'est-ce qui est. Love Lies Bleeding. Et sympa. Oh, bah ouais. oui, en plus, c'est nouvelle réalisatrice. Ouais, c'est dans du film un peu indépendant, grosse Ou production. alors, sinon, si tu le fais dans l'horreur, Coralie Farja, pourquoi pas hein. Ouais. Ouais, mais elle, c'est vraiment le body horror, quoi. Tu vois, Mad Max, Bah c'est voilà. pas que ça. C'est pas que ça. En tout cas, on a trouvé, on va dire, nos réalisateurs, réalisatrices. Après, on est a parti sur un plein de Mad Max choix. horreur, hein, on va dire. On a plein de choix, c'est vrai. Maintenant, je me disais les acteurs. Voilà, les acteurs. Faut trouver notre Max. Ça dépend. Max. Ça dépend quelle est ta base de scénar. Est-ce que c'est genre Legacy Quell? Est-ce que c'est une nouvelle histoire? Est-ce que c'est. Enfin voilà quoi. Disons que on fait comme ce qu'a fait Fury Road, c'est-à-dire que on retrouve Max, mais dans une nouvelle histoire, parce que Ok. de toute façon, quand tu regardes les premiers Mad Max, ça a toujours été comme ça. Il y a ce chauffeur solitaire dans le désert, il s'appelle Max. Il va vivre des aventures. J'ai un nom d'acteur. là. Vas-y. Mais il faudrait qu'on voit Gladiator 2 avant. Ah, je pense à Paul Mescal Paul aussi. Mescal, Je pense genre. à Paul Mescal aussi tellement. Après, en Max, je sais pas. Mais c'est pour ça, je sais pas. en personnage dans l'histoire, un perso secondaire pour Paul Mescal, pourquoi pas. Hmm. Mais en Max, je vois pas Paul Mescal dans Max. Ouais. Ouais. C'est pas la vibe. Bah, moi, tu me dis le truc solitaire, mais après, c'est un bagarreur, quoi. Donc, Je sais pour toi. Raphaël Quenard. Jérémy Allen White. Ah non. Jérémy Allen White en Max, ouais. Ah, mais il est trop. Mais lui aussi trop dépressif, mais il est un peu énergique, effectivement. Il a ce truc un peu plus. Ouais. Moi, Jeremy Allen White en Max, ça marche parfaitement, moi, je trouve. Je trouve. Ouais, Bon, après, ouais, pas on bête. T'es très dans la vibe The Bear, du coup, Oui. le côté perso solitaire, dépressif, mais, Non, et puis même, ça correspond totalement à ce qu'est Max. Mm. Parce que moi, Quelqu'un j'ai- qui a tout perdu. Jérémy Allen White, l'image que j'ai maintenant, c'est dans Iron Claw. Et voilà, ses épaules très larges, le regard un peu perdu, je trouve qu'il collerait. Mais comme parfaitement. disait Julien, non, c'est pas bête. Avec The Bear, en tout cas, aussi, c'est vrai que ça peut. Pas con. Avec un petit sidekick Paul Mescal. Paul Mescal. Mescal. Paul Mescal. Mescal. Y a pas de U hein. Après, il faudrait trouver un méchant, un nouveau méchant, un truc qui puisse faire l'affaire. Alors ça dépend comment tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une sorte d'Immortan Joe ou est-ce que tu veux prendre le truc à contre-pied? Bah, tu regardes les autres méchants, je veux dire, c'est. Toujours très loufoque, très. Oui, Toujours voilà, des gens t'as- un peu défigurés. Est-ce que T'as dans les autres. Humugus, Ouais. qui a littéralement un basque de hockey, et t'as Tina Turner. Ah oui, c'est. Non, mais Tina Elle Turner est est comment dans le incroyable. film Tina Turner? Elle est genre vraiment sexualisée ou elle. Incroyable. Ah ouais? Non, mais elle est incroyable de prestance, tu vois, genre c'est. Bon, faut quelqu'un qui ait de la prestance. Elle a une robe. En fait, elle a une tenue qui est ultra grandiloquente. Et elle parle en utilisant des grands mots, des grands gestes. C'est Tina Turner, quoi. Chez Simply the Best. On peut reprendre un méchant qui est un personnage féminin, à la limite. Ouais. Si vous voulez aller dans ce sens-là. Ah. genre. Bon, en tout cas, faut quelqu'un qui en impose quoi. Moi, je veux de l'argent. Ah, Donc Moi, ça je sera un mets mec. Zendaya sur Ah, l'affiche. Mais elle sera là que 2 minutes hein. C'est pas grave. Le méchant sera là. On en parlera et on le verra. Zendaya, 2 ce sera le flashback de Max. ouais. Voilà, c'est Oui. tout. Ah ouais, Elle est ça- sur l'affiche. Les gens veulent voir Zendaya. Elle, c'est Elle est juste sur le l'affiche. flashback. C'est la génial. défunte épouse de Max. Voilà. Là, on voit Jérémy Allen White qui pense à Zendaya qui est en mode oh mon dieu, le film continue. Ok, génial. Non, j'aime bien. Bon, venez, on choisit un réel quand même. Là, on en a proposé plein. Est-ce qu'on En peut faire réel un On en faut, confirme s'il un, faut genre qu'on se vraiment. décide d'un seul. Moi, j'aimais bien Alex Garland. Tu vois. Ouais, Alex Garland. Moi, je pars Alex sur Garland, Garland. quand même. Let's go. Ok. Let's go, allez. Ah oui, Donc, on non, a mais- Alex Garland. On a Jérémy Allen White en Max. On a la perte. Zendaya. La femme aimée. Il père nous faut le méchant. Ouais, le méchant. Qui est le grand méchant? Et qui sera le sidekick rigolo? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. On a dit Paul Mescal. Paul Mescal. Ah, Paul Mescal, ok. Mais ce serait du coup à contre-pied de ce qu'il est. Mais Bah ouais, mais justement, il y a déjà Jeremy Allen White en plus Ouais, pour la ouais, déprime, donc. Ouais, c'est pas mal. Ok. En méchant, moi, je veux, je sais pas. Là, oh, sur l'écran de Owen, je vois pauvre créature. Ouais, Marc Ruffalo, j'y réfléchis. Ah non, moi, je pensais à Emma Stone. En méchante? Pas Ah. convaincu. Non. Moi, pas j'étais pas convaincu convaincu par elle dans.
Faut quelqu'un qui, voilà, comme je dis depuis, faut quelqu'un qui en impose Et qui ramène peut-être de une la aura, thune. et qui a peut-être une aura en fait. Qui ramène de la thune, Robert Downey Jr. Ah ouais. La thune. Ah mais il est vieux, il commence un peu à, tu vois. Immortal Joe aussi, il est vieux. Ah oui, c'est vrai qu'il est vieux. Non, c'est un peu compliqué. Ou alors pourquoi on cherche un acteur? Pourquoi on chercherait pas juste un truc qui est pas vraiment une forme humaine, quoi? On pourrait aller plus Ouais, loin, mais il non faut qu'il soit incarné par quelqu'un. Ouais. Ouais. Moi, j'imagine une voix très grave. Imaginez une voix très grave dans le cinéma. C'est un acteur très connu. Ah, comment il s'appelle Et il l'acteur fait qui les joue- voix. Il a fait la voix du dragon. L'acteur qui... Ah, Benedict Cumberbatch. Jeremy Irons. Ah, il est vieux. Ouais. Comment il s'appelle l'acteur qui joue Thanos déjà? C'est Josh Brolin. Josh Brolin, ouais. Ah ouais, putain, lui, ça le verrait bien. Ah, Josh Brolin, il a une gueule. Josh Brolin en méchant, tu vois, avec le bonne cicatrice, genre de marque du tempête de désert. Ouais. Après, il est dans Dune aussi, donc t'as un peu cette esthétique-là. Enfin, t'as un Ah peu ouais. cette imagerie-là déjà. C'est vrai. Sinon, Oscar Isaac en méchant. Ah ouais. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Carrément. Ça fait vendre. Mais on resterait voilà, sur ce délire où c'est le méchant, mais effectivement qui est accompagné de milliers de soldats, quoi. Donc Jérémy se fait poursuivre. Enfin, Jeremy Allen White. Oui, bien sûr. Avec Ne Paul me poursuivez Mescal, pas, s'il son vous plaît. fameux compagnon, très triste mais très drôle. Et je me disais, quelle musique du coup? En Là, c'est un musique- peu plus dur. compositeur. Ouais, c'est un peu plus dur peut-être. Mais quelle musique? Parce que moi, je fais pas très gaffe aux musiques de Mad Max. C'est qui est-ce que Alors, je sais sur, plus sur les deux derniers, c'était Junking Cell, pardon. Junking Cell, qui est. Alors, son vrai nom, j'ai peur de l'écorcher, mais c'est Tom Holkenborg, si je dis pas de conneries. Donc, mais qui a fait aussi donc, les musiques de Batman v Superman, si je dis pas de conneries. Et sachez que c'est Brian May qui a fait la musique des premiers. Mais c'est Pas, pas, le, le pas, Brian. le, pas le Brian May de Queen, Oui, en c'est fait. pas le Brian May de Queen. hein. C'est un Brian May australien. Qui est Faudrait mort. peut-être trouver. En fait, c'est vrai qu'en musique, je vous pose une colle parce que moi, je m'y connais pas très bien. Enfin, je Bah, pense- pas Faut non mettre plus. Kylie Spinney dans le film quelque part aussi. Il faut qu'il y ait Beyoncé qui fasse une musique à un moment. Oh, les 4 Moi, je suis plus producteurs. Team Rihanna. Donc, Vas-y, c'est on bien. va amasser masse de thunes. vas-y. L'argent. Et là, ça va faire un putain de flop. En fait, en musique, faut mettre du The Weeknd, du Rihanna, du Billie Eilish, et là, c'est bon. Genre, t'as les titres, là, c'est le film explose, genre. Ah ouais. Mais comment tu insères ça dans l'univers de Mad Max Oh, ça putain passe, ça c'est Mad passe. Max. The oui. Weeknd, franchement, je peux le En verrais vrai, bien. c'est- Bah, tu mets The Weeknd dans méchant alors. Mais oui. Bah Oh oui. bordel! Oh bordel! Ah On, ouais. a la meilleure idée de l'année, là, les gars. C'est une dinguerie. Pourquoi Ok. se faire chier juste lui Ok. demander de composer une musique? Je résume. Alex Garland réalise un film. Le chef-op, c'est Roger Dickens, c'est ça, hein? Roger Dickens. Roger Dickens. Jeremy Allen White joue Max. Il pense beaucoup à une femme qu'il a aimée, sa femme qui est décédée, qui est jouée par Zendaya. On a aussi Paul Mescal qui l'accompagne, et le méchant est joué par The Weeknd, et il y a des musiques du coup de The Weeknd. Et Oscar Isaac est le second de The Weeknd. Ok, et il veut le trahir à un moment, mais... Et il y a Kylie Spinney qui est le nouveau Love Interest de Max. Putain... Il est en même temps ses flashbacks parce que c'est tragique. Et qui c'est les producteurs? C'est nous. Eh oui, c'est nous. C'est nous. Je crois qu'on a à peu près tout. Le budget serait combien? Ah bah là, là, je Là, pense vu qu'on... les acteurs, Hmm. Là, on va être sur un des films les plus chers de Allez. tous les temps, mon gars. Non, soyons raisons partons sur 140 millions. Non. Attends, c'est non, mon 200, Curiosa. non, C'est non, mon non. Curiosa, mec. Tu peux 200, pas. Ah, 200 merde. millions. Moi j'aurais dit 250. 250 millions. Entre, Ouais, là, 250 là, millions. vu ce que tu prévois, après je sais pas c'est quoi les ambitions du film finalement, mais avec ce que tu prévois là, faut taper 200-250 millions. oui. 250 millions, c'est acté. 250 J'appelle la banque millions. ce soir. Allez. Mais Eh les ben, gars, Ah, voilà. vous nous accordez le prêt, ouais. TCP du ciné et des prêts. Ça te fait quoi de potentiellement Du ciné des dettes. Ça fait quoi potentiellement de remporter une deuxième Palme d'Or avec ce film? C'est incroyable. Bon, bah, J'ai adoré ce jeu de rôle. C'était putain. très drôle. C'était très comme très joker. drôle. Merci. Ça change des jokers habituels. Bah en vrai, oui, c'est oui, bien, c'est bien trouvé. J'ai bien aimé, ouais. Ah, j'ai trop envie de le faire là. Ah, je suis à fond là. Vas-y, on Ok, chope le les scénar. contacts. J'ai envoyé des mails à Zendaya déjà. Faut commencer par Zendaya, elle est un peu relou des fois, elle prend du temps avant de répondre. Tu le scénaristes, tu le scénarises, pardon. Avec grand Ouais, plaisir. Bah merci. T'imagines Alex Non, mais- Garland qui réalise un de tes scénars? Ah ouais. À qui tu as filé le joker, mec? Oui, maintenant c'est à moi de filer un joker et je vais le donner à Julien. Ouais. Ça va être dur de faire bien, de faire mieux là. Oh, tu fais Non, des bons tu peux, jokers, tu, toi. tu peux. Oui, ils sont bien, C'est- en fait, Ils c'est- sont tous bien vos jokers. En fait, ouais, voilà, là c'était. On s'attendait pas à ça parce qu'on n'a jamais fait un joker de ce type-là en fait, finalement. Un joker qui est un jeu en soi, mais un vrai jeu de rôle, quoi. C'est ça. En vrai, faut faire un JDR, mais de producteur, et les dés que tu jettes, c'est toutes les couilles que tu peux avoir dans une On va production. faire une émission DCP juste où Ah, on nous entend parler et jouer à Ton un acteur jeu comme principal ça. est mort. Ah, ce serait... Putain, c'est pas bête. Attention, je sorte la carte. Comment il s'appelait, l'acteur de The Crow? Brandon Lee. Attention, je sorte la carte. Brandon Lee. Le Décédé. chargeur n'était pas vidé. L'émission est à présent terminée.
Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok. L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. On vous fait des grosses bises et on se voit dans 2 semaines. Salut. Bisous.